chers amis, nous sommes avec Magali Hello. à Sainte-Maxime et aussi, elle va nous parler de tricolore. Ouais. Ok, voilà Magali, question très simple. Alors déjà bonjour, bonne année, nous sommes le 3 janvier Bonne année à tous. Ouais. 2024 et j'ai l'honneur, la chance de rencontrer Magali en personne que je connais depuis combien de temps? Plus d'un Ça an, fait hein. plus d'un an. Voilà, fin 2021. Ouais. Que par internet, Oui, donc ça fait du tout à bien fait. de se voir en De se voir en personne. visu, ouais. Voilà, donc question très simple, Magali, est-ce que tu peux te présenter? Qu'est-ce que tu Donc, fais? qu'est-ce Voilà. que je fais? Donc, je suis au Canada, moi, depuis une vingtaine d'années. Je suis dans l'informatique et j'ai monté il y a 2 ans à peu près une association qui s'appelle Tricolore et qui s'occupe plus particulièrement des Français de l'étranger. Donc les nouveaux arrivés, on les accompagne parce que c'est pas si évident que ça d'arriver au Québec, même s'il n'y a pas la barrière de la langue. Néanmoins, il y a un choc culturel qui vient un petit peu plus tard, dans les 3 à 6 mois qui suivent l'arrivée. Et donc on accompagne les premiers pas, on leur évite certains écueils, on les conseille sur la vie professionnelle, la vie locale, l'allocation des logements par exemple, qui ne fonctionne pas du tout de la même façon qu'en France, de façon à ce que leur intégration au Québec se fasse le plus facilement possible, surtout quand l'hiver arrive, où il faut s'équiper de bottes, de gants, de bonnets, de manteaux, C'est vraiment froid au de Canada. déneigeurs. Dommage qu'on en a. Ouais. Voilà, donc toutes les petites astuces qui permettent de se faciliter la vie quand on arrive au Québec. Voilà. D'accord, très bien. Alors, tu vis au Canada? Où exactement au Québec? Au Québec, D'accord. à côté de Montréal, donc à une dizaine de kilomètres de Montréal, c'est sur la deuxième île, parce que Montréal c'est un archipel. Il y a l'île de Montréal, l'île de Laval, qui constitue l'archipel de Montréal, qu'on appelle le Grand Montréal. Et donc moi je suis sur la partie un petit peu plus au nord, sur l'île de Laval. Laval, ok, très intéressant. Alors, depuis combien de temps es-tu au Canada? Depuis une vingtaine d'années. Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'y aller? Eh ben, en fait, la première fois, c'était une opportunité professionnelle. Donc, j'y suis allée en 2003. J'ai eu un contrat d'un an pour un laboratoire pharmaceutique, pour Pfizer, pour pas citer, parce que je travaillais déjà dans une société fille de la société américaine qui travaillait avec Pfizer au Canada. Et donc, ils m'ont demandé si, comme j'étais francophone et donc française de langue maternelle, ils avaient besoin de quelqu'un qui parle très bien français et anglais. Et donc du coup, j'ai eu ce contrat pendant un an. Et puis ça s'est bien passé, je suis restée 2 ans. Et au bout de 2 ans, je suis rentrée parce que mon mari, ici présent, ne parvenait pas voilà, c'est lui, ne parvenait pas à avoir un visa pour me rejoindre. Donc pas de visa, pas de travail, pas de travail, pas de visa. Donc c'est un peu. Donc, ça rigole pas là-bas au Canada, c'est pas aussi simple d'avoir un visa. Ah non, ça rigole pas. Si tu n'as pas de visa, tu ne peux pas rentrer. Tu peux venir en touriste pendant 3 mois, mais au bout de 3 mois, il faut que tu repartes et tu ne peux en aucun cas travailler. Sinon, tu es expulsé manu militari du Canada et tu n'as plus le droit de remettre les pieds. Donc le plus simple a été que je revienne en France parce qu'étant française, c'est sûr que c'est plus simple de trouver du travail en France. Et on a refait une procédure d'immigration globale. En bonne forme pour voilà, vous deux. pour nous deux. Donc on a demandé la résidence permanente donc depuis la France et on est retourné en 2007 avec le visa de résident permanent qui donne les mêmes droits qu'un citoyen canadien sauf le droit de vote. Et donc là, on a pu vraiment s'installer correctement parce qu'il faut savoir que quand on a un visa temporaire, comme j'ai eu la première fois, tu ne peux travailler que pour un seul employeur. Donc si mon employeur avait décidé de me mettre à la porte, comme ça peut très bien Plus de arriver, visa, tu dois partir. je dois repartir dans les 48 heures. Donc c'était plus simple de revenir avec un visa de résident permanent pour ensuite pouvoir s'installer. Et donc depuis 20 ans, bon, après l'eau a coulé sous les ponts, on a demandé la citoyenneté canadienne qu'on a eue au bout de 8 ans. Et maintenant, nous sommes franco-canadiens. J'ai la double D'accord, c'est citoyenneté. très intéressant là. En fait, contrairement aux idées, enfin je dirais les idées reçues, c'est que le Canada c'est facile d'y aller, il y a des PVT, il y a plein de choses. Et on dirait qu'ils ont besoin de population, ils accueillent les Français, les bras ouverts. Mais en fait, c'est pas aussi simple que ça. Il faut quand même respecter des règles, faire des procédures. Ça Absolument. rigole pas là-bas avec l'immigration. Tout à fait, ça ne rigole pas. Donc effectivement, les PVT, mais ça, les PVT, ça date d'il y a 5-6 ans. Avant, ça n'existait pas. Il y avait soit le contrat fermé, donc le visa fermé comme moi j'ai eu en 2003, soit la résidence permanente.
Depuis, effectivement, comme il y a des problèmes de main-d'œuvre et de gens qualifiés, donc ils ont ouvert les PVT, mais le PVT te donne un droit de rester et de travailler au Canada pendant 3 ans. Et ensuite, il faut que tu repartes. Donc, soit tu profites de l'opportunité de ces 3 ans pour demander une résidence permanente localement, soit au bout de 3 ans, tu prends tes bagages et tu t'en vas et tu fais autre chose ailleurs, mais tu n'as plus le droit de rester. Enfin, tu peux rester en tant que touriste, mais tu n'as plus le droit de travailler sur le territoire canadien. D'accord. Alors, il y a beaucoup de Français, notamment des jeunes qui veulent partir en PVT, qui rêvent du Canada et disent ça a l'air à la mode. C'est un peu, en général, c'est soit le Canada, soit l'Australie. Est-ce que c'est quelque chose que tu comprends? Est-ce que c'est quelque chose que tu encourages? Est-ce que tu as des conseils à leur donner? C'est quoi ton avis? Alors oui, effectivement, je comprends l'attractivité parce que c'est un marché au niveau économique qui est quand même assez dynamique, même si en ce moment, après, le post-Covid est quand même assez compliqué. Mais il ne faut pas se leurrer, c'est l'Amérique du Nord. Donc tout peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre. Donc on peut tout à fait avoir un emploi avant de partir de France, mais se retrouver 6 mois plus tard sans emploi et être obligé de repartir. Donc il faut vraiment bien planifier son trajet et son séjour au Canada. Il ne faut pas partir comme ça, la gueule enfarinée, parce que ça ne va pas fonctionner. Il faut tout prévoir, le meilleur comme le pire. Il y a des exemples que vous pouvez voir sur françaispresse.com par exemple, où des Français qui sont venus, qui ont tout quitté et au bout de 3 ans est obligés de repartir parce que leur visa a été terminé et qu'il n'a pas été renouvelé. Donc il faut être très prudent, il faut se préparer. Et il y a une chose qu'il ne faut absolument pas négliger, c'est l'hiver. L'hiver, ça commence le 15 novembre, ça finit le 15 avril. Et l'hiver, qu'est-ce que ça veut dire? C'est 2 mètres, 2 mètres 50 de neige, c'est du moins 15, moins 20. Donc il faut être préparé à ça. On ne lutte pas contre l'hiver, il faut faire avec. Donc il faut aussi savoir que cette saison-là est très longue et cette saison-là est compliquée. On se trimballe très souvent avec 2 paires de chaussures par exemple. Une paire de bottes aux pieds, une paire de chaussures de ville, parce que quand tu rentres dans le bureau, il faut que tu sois habillé en civil, ils appellent ça être en civil. Ouais. Donc tu enlèves tes bottes de neige, tu enlèves ton manteau de neige et il faut que tu sois en costume cravate avec des chaussures de ville. Donc en hiver, on est tous avec un sac plastique et ses chaussures de ville et les bottes de neige aux pieds. Voilà. Et est-ce qu'au Canada, il y a des aides? Par exemple, un Français qui est là depuis 3 ans, il a tout quitté, après il n'a plus de sous, mais il n'a pas envie de rentrer en France, il est là, il reste un peu illégalement. Est-ce qu'il peut être au Canada illégalement et après finalement être régularisé, avoir des aides sociales et avoir de l'aide comme on peut faire en France avec les immigrés? Est-ce que c'est possible au Canada? Non. Déjà de base, quand tu n'as pas une résidence permanente, tu n'as pas d'aide sociale. Tu cotises par contre pour les aides sociales, mais tu n'en as aucune. Moi, quand j'avais mon visa fermé, je cotisais pour le chômage, je cotisais pour l'éducation, mais je n'avais droit à rien, même si j'étais mère célibataire avec ma fille, par exemple. Donc non, quand on a le seul moyen d'avoir des aides, c'est d'avoir une résidence permanente. Après, les aides, c'est pas aussi généreux qu'en France. Si tu arrives à avoir 200$ par quinzaine, c'est le bout du monde. Le chômage, que tu gagnes 10 000$ par mois ou 1 200$ par mois, au maximum, tu toucheras 800$ par mois. Ah, il y a du chômage quand même? Oui, il y a quand même une pour aide les sociale. étrangers? Non, pour les résidents permanents et les Canadiens. Pour quelqu'un qui a un visa fermé ou un PVT, il n'aura aucune aide sociale. Que ce soit pour l'école, que ce soit pour le logement, que ce soit pour je sais pas, la sécurité sociale. Enfin, ça ne s'appelle pas la sécurité sociale, ça s'appelle la régie médicale du Québec. Tu cotises pour ça, mais tu as 3 mois de carence et tu es remboursé minimum. C'est vraiment les soins d'urgence qui sont pris en charge, mais il faut que tu aies cotisé. Si tu n'as pas cotisé pendant 3 mois minimum, tu n'as droit à rien. D'accord. D'ailleurs, petite anecdote, ça faisait même pas 3 mois, ça faisait 2 mois qu'on était arrivés, pourtant j'étais résident permanent. Ça faisait 2 mois qu'on était arrivés en 2007. Ma fille se casse la figure, s'ouvre le crâne, donc j'ai été obligée d'aller à l'hôpital pour la soigner. J'ai dû payer de ma poche et ça m'a coûté un bras. Bonne. Voilà. Okay. Et je n'ai jamais été remboursée de ça parce que je n'avais pas cotisé 3 mois. Ok. Alors, question très simple, est-ce qu'il y a du racisme anti-français au Canada? Oui, clairement. Ils nous adorent, ils aiment beaucoup qu'on dépense notre argent chez eux, mais quand on s'installe, c'est très compliqué. Moi, ça fait 20 ans que je suis au Canada.
je suis canadienne, on m'appelle la française encore. D'abord par mon accent, je n'ai pas pris l'accent parce que Parce que tu es marseillaise, tu peux pas. parce que je suis C'est fort que toi. marseillaise, c'est ça. Parce que je suis française et que j'ai vécu une grande partie de ma vie en France, donc se défaire d'un accent, c'est très, très compliqué. Donc oui, et on favorise d'ailleurs d'abord les Québécois qui ont des noms québécois dans une recherche d'emploi, par exemple. Ils vont d'abord prendre les CV, ils vont les trier, les Québécois, les Québécois, les francophones et ensuite les autres. Les anglophones, alors eux, c'est encore pire. Ouais, il n'y a pas de tabou là. Ils le font officiellement. C'est logique, tout le monde l'accepte. On ne le dit pas, normal. mais tout le monde le sait. Ouais. Voilà, mais on ne le dit pas. On ne le Mais dit pas oui, parce qu'il faut le clairement, discours officiel, c'est de la diversité, c'est de l'inclusion. Exactement. etc. Mais oui, il y a un racisme, mais on ne le perçoit pas tout de suite. C'est comme le choc culturel, on ne le perçoit pas tout de suite. Souvent, c'est ce que je dis aux gens qui arrivent et qui viennent chez Tricolore. Ici, on est en Amérique du Nord. Donc ce ne sont pas des Français qui sont en Amérique du Nord, ce sont des Américains du Nord qui parlent français. Et c'est pas la même chose. Un Américain du Nord ne fonctionne pas de la même façon. C'est pas la même culture, c'est pas la même mentalité. C'est pas la même mentalité, c'est pas la même relation. Par exemple, les gens ne t'invitent jamais à manger chez eux. Ah, c'est intéressant, Même si tu les connais depuis 10 ans. C'est pas dans la culture, ils n'invitent pas les gens chez soi. Non, on t'invite au restaurant. On invite au resto, ouais. Voilà, on ne t'invite pas à la maison. La maison, c'est la famille. C'est la famille, c'est pour toi. Voilà. Donc nous, quand on invite des gens à la maison, ils sont extrêmement surpris. Et par exemple, on fait souvent des apéros voisins l'été, parce que comme l'été dure pas longtemps, on en profite pour parler avec nos voisins. Quand on fait un apéro voisin, chacun vient avec son verre de vin, son verre de bière, sa caisse de bière, parce qu'ils boivent beaucoup de bière. Mais c'est pas l'hôte qui offre à boire à ses invités. Ils viennent avec leur boisson. Est-ce qu'il y a d'autres anecdotes comme ça, de différences, de mentalité? Dans le travail, on ne travaille pas du tout de la même façon. Souvent en France, on dit ouais, les Américains du Nord, ils travaillent comme des fous, machin. Non. On commence à 8h, on a 1 heure de pause à midi, de midi à 13h pour manger, qui n'est pas payée d'ailleurs. Et à 5h, tout le monde est parti. Ah, c'est un peu comme en Angleterre. C'est ça, à 5h, il n'y a plus personne dans les bureaux. Et d'ailleurs, autre anecdote, je venais d'arriver en 2003. Et en 2003, je venais d'arriver au Québec. Et donc, c'était ma première ou deuxième journée de travail. Et à 5h, je vois tout le monde qui part. Puis là, moi, je n'étais pas habituée parce qu'en France, 18h, 19h, 20h, je veux dire, tout le monde est au bureau. Et là, je les vois tous partir. Je me dis, il doit y avoir un apéro, il doit y avoir une réunion. Voilà, donc j'interpelle une autre personne qui passait dans le couloir. Et je lui dis, mais ils vont où tous? Ils rentrent chez eux. C'est 5h, là, c'est fini la journée de travail. Donc, mais par contre, de 8h à midi et de 13h à 17h, les gens travaillent, ils sont dans leur bureau, ils sont pas à la machine à café. Ouais. Voilà, ils sont à fond, on est en réunion, on prend des décisions, on fait avancer des opérations, etc., etc. Mais après, à 17h, ils rentrent vraiment chez eux ou souvent ils vont au pub comme les Anglais, ils se bourrent la gueule? Ils rentrent chez eux sauf le jeudi soir, qui est le jour du 5 à 7. Ouais. Donc là, c'est souvent les entreprises qui invitent leurs employés à boire un coup, notamment pour les fêtes de Noël ou pour Pâques, pour des fêtes significatives, la fête de la Reine, etc., qui est au mois de mai, ou le Thanksgiving, qui est fin octobre pour les Canadiens. C'est plus tard pour les Américains, mais c'est fin octobre mi-octobre pour les Canadiens. Donc là, les employeurs font un 5 à 7, ce qu'on appelle, c'est un apéritif qui est offert par l'employeur. Donc le jeudi soir, généralement, ils ne rentrent pas tout de suite à la maison. Soit c'est l'employeur qui invite à boire un coup, soit on se retrouve entre copains, entre collègues à côté, voilà, avec qui on a des affinités, on va boire une bière, on va boire un verre de vin. Traditionnellement, le jeudi soir, c'est apéro avec les collègues. Voilà, c'est ça. D'accord. Et là, tu as parlé de la reine. Est-ce que les Canadiens considèrent la reine d'Angleterre comme leur reine, vraiment? Alors les Canadiens, oui, les Québécois, non. D'accord. Les Québécois sont absolument pas, n'ont aucune sensibilité vis-à-vis de la reine d'Angleterre. Eux, ils veulent le monarque français. Voilà. Non, ils veulent la République. D'accord. Voilà. Ils veulent pas de monarque, ils veulent pas de roi. Ils ont beaucoup de rancœur vis-à-vis des Anglais, de la reine d'Angleterre, puisque une grosse partie, quand on regarde l'histoire du Québec, une grosse partie de leur misère a été faite suite au départ des Français. Donc c'est aussi pour ça qu'ils nous en veulent. C'est parce qu'on les a laissés tomber. Et en fait, c'est comme ça qu'ils le perçoivent. Ils n'ont pas compris pourquoi le roi Louis XV les a abandonnés. Et ils n'ont encore moins compris pourquoi De Gaulle leur a dit « Vive le Québec libre ». Mais on oublie la suite.
du discours du général de Gaulle qui est Vive le Québec libre dans un Canada uni. Et ils ont occulté cette phrase-là pour ne garder que Vive le Québec libre, et donc du coup ont eu une grosse rancœur quand la France n'a pas tenu sa promesse qui avait été comprise par les Québécois suite au message du général de Gaulle. Donc ça, ils ont beaucoup de rancœur par rapport à ça. Est-ce qu'ils veulent que le Québec se rapproche de la France? Oui, d'ailleurs il y a beaucoup de programmes et d'échanges franco-québécois ou québéco-français parce que oui, ils veulent se rapprocher de la France. Oui, absolument. D'accord. Très bien. Alors, tu as dit qu'ils rentrent à 17h en famille, etc. Est-ce qu'ils ont une autre conception de la famille, du coup, plus qu'en France? Est-ce qu'en France, on délaisse un peu plus la famille, on travaille trop, et au Canada, c'est différent? Alors, la famille n'est pas au cœur de la vie québécoise. Les enfants à 18 ans, généralement, sont mis dehors en disant maintenant, tu as 18 ans, tu es majeur, tu te débrouilles. C'est très rare qu'ils mangent. Nous, on a une tradition, on mange à table. On mange ensemble, tous etc. le Il y a un midi, le rythme. soir. Là, non. Chacun mange à son heure. Ah, ok. Alors, je ne dis pas que c'est tous les Québécois comme ça. Mm. C'est une majorité. Après, il y en a d'autres parce que c'est très cosmopolite, la société québécoise. Après, il y a des familles québécoises d'origine française ou belge qui conservent cette tradition de manger tous ensemble. Mais la famille n'est pas vécue D'accord. comme ça. En fait, ils partent à 5h pour rentrer chez eux, pour être tranquilles, en fait. C'est juste parce Exactement. que culturellement, c'est le travail, ils ne veulent pas se tuer au travail. C'est pas Exactement. forcément pour les valeurs familiales. C'est ça, donc ils préparent à manger, ils mangent à 18h et à 19h ils sont devant le prime time pour regarder la télé. D'accord. Voilà. Et les enfants font leurs devoirs ou font autre chose, mais il n'y a pas vraiment... La cellule familiale n'est pas aussi unie que ce qu'on peut l'avoir en France. Ok, très bien. Alors, parle-nous un peu plus de Tricolore. Comment est venue cette idée et qu'est-ce que vous faites? Alors Tricolore, donc je l'ai monté il y a 2 ans et en fait l'idée ça a été qu'on est passé avec mon mari à travers tellement de déboires quand on est arrivé au Québec qu'on s'est dit il faut partager cette expérience-là et éviter à certaines personnes de tomber dans des écueils. On a notamment des cousins qui sont venus au Québec, qui sont restés 1 an et qui sont repartis une main devant, une main derrière. Et c'est ça qui a été le catalyseur en fait. C'est parce qu'ils étaient tellement déçus, ils avaient tellement d'espoir en arrivant au Québec qu'on s'est dit mais on ne peut pas laisser les gens avec tant d'espoir et les laisser se casser la figure comme ça. Il faut les accompagner, leur expliquer comment ça fonctionne. Et leur éviter un maximum. Après, on ne peut pas tout prévoir, c'est évident, mais au moins le basique. Et c'est de là qu'est venu Tricolore. Et puis aussi pour cet amour de la France, en fait, un tricolore, c'est bleu, blanc, rouge, c'est la fleur de lys du Québec et la feuille d'érable du Canada qui est dans le logo. C'est aussi un rattachement à la France, parce que quand on est expatrié, eh bien, la France, on la magnifie souvent beaucoup. Parce qu'elle reste dans les souvenirs qu'on a eus quand on était plus jeune ou quand on est parti. Entre-temps, elle a évolué et il y a une certaine nostalgie. Et c'est aussi pour retrouver ces traditions-là, garder ce cordon presque ombilical avec le pays d'origine. Donc on fait nos traditions, alors on fait des traditions françaises bien sûr, mais aussi des traditions québécoises, parce que les Québécois, jusqu'à il y a 400 ans, ils étaient français. À la base, ils sont français, donc il y a beaucoup de traditions québécoises qui sont très proches de celles de la France. Donc on essaye de rapprocher les deux cultures, mais en même temps de garder cette identité d'être français, tout simplement. Donc le foie gras à Noël, le saumon fumé, la galette des rois, qui est partagée avec le Québec, Pâques, par exemple. Ce qu'on fait au niveau des fêtes québécoises, c'est le Thanksgiving, avec l'Halloween, etc. Donc on essaye de mélanger les deux cultures, mais la priorité, c'est vraiment de garder cet attachement à la France, c'est de garder l'attachement à la tradition, c'est de partager notre histoire aussi, parce que beaucoup de Québécois sont très friands de notre histoire de France, mais ne la connaissent pas. Donc ça permet aussi de partager les différents rois, les différentes conquêtes, les différentes défaites, et finalement de faire vivre la France au Québec. Je sens qu'il y a une dimension d'échange pour que les Québécois découvrent la culture française et pour que les Français découvrent la culture québécoise. Du coup, en fait, c'est pas une association de franco-français, en fait. Non, il y a beaucoup de Québécois. On a des Espagnols aussi qui se sont joints à nous. Pourquoi? Parce qu'ils veulent parler français. Ouais, donc c'est aussi un endroit où on parle français et où on fait l'effort, parce qu'on parle très vite, nous, les Français. Donc ça nous demande aussi à nous
de faire un effort, de parler doucement pour que des gens qui ne sont pas francophones, Pour la bonne cause. Ouais. voilà, accèdent à la langue française. On a une ukrainienne, on a une espagnole, on a une québécoise. Alors, il y a des expressions qui la surprennent, elle parle très bien français, mais il y a des expressions ou des mots français qui n'ont pas la même signification en québécois. Par exemple, écœurant. Quand on dit c'est écœurant en France, c'est que ça porte au cœur. Écœurant au Québec, c'est délicieux. Ah, c'est intéressant ça, c'est bon à savoir. Voilà, donc ça fait partie du choc Ah ouais, culturel. faut savoir, oui. Voilà. Donc, D'accord. on s'approprie les expressions québécoises, francophones, et ça permet à des gens non francophones d'accéder et de parler le français, sans avoir peur de parler, parce que personne ne se moque quand on prend un mot pour un autre, etc. Donc c'est aussi important. D'accord. Est-ce que tu utilises des mots comme magasinage maintenant, etc. Des fois, oui. Tabernacle. Non, alors, jurer en québécois, quand on est français, ça sonne pas. Ça fait bizarre. Ah ouais, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment avoir l'accent québécois pour. Quand je jure en québécois, c'est que vraiment, je suis en maudit, comme on dit. Et quand tu utilises des mots on va dire franco-anglais comme shopping, est-ce que ça les vexe? Oui. Est-ce que tu vois une drôle de réaction, Oui, etc. ils n'aiment pas beaucoup le franglais. C'est soit on parle français, soit on parle anglais. Mais le franglais, ils n'aiment pas. On dit un stationnement, on ne dit pas un parking. On dit magasiner, on ne dit pas shopping, on ne dit pas week-end, on dit fin de semaine. Ah, mais on dit même pas week-end au Canada, Non, au Québec. non, on dit fin de semaine. Ouais. On ne dit pas un email, on dit un courriel. On ne dit pas la junk box, on dit le pourriel. Ah bon? Oui. Ouais. Est-ce on dit marketing quand même? Ben, ça, il n'y a pas de traduction. Ouais. Mais c'est un des rares mots qu'ils utilisent en anglais. Par exemple, moi je suis dans l'informatique, on parle de bridge, on parle de routeur. Non, là on parle de pont, de routeur, pas de router. Tu vois, c'est vraiment c'est français quoi. On parle français. D'accord. Et est-ce que les Québécois, en tout cas, suivent l'actualité en France? Est-ce qu'ils suivent la politique française, ce qui se passe, ou ils s'en fichent un Très peu? peu. En fait, il y a très peu de choses qui transpirent dans la presse québécoise. C'est vraiment des grands problèmes, quoi. La petite Lola, par exemple. Ça a mobilisé beaucoup. C'est quoi leur point de vue? Québécois. Qu'est-ce qu'ils ont dit sur Ils ont ça? été horrifiés que ça puisse se passer, que ce crime puisse se passer en France. Ça a été, pour eux, ça a été un choc absolument phénoménal. D'ailleurs, avec Tricolore, on avait fait une soirée de recueillement au pied de la croix du Mont-Royal. On devait être 5-6. On s'est retrouvé une vingtaine de gens que je ne connaissais pas, qui avaient juste entendu qu'on venait là. Des Canadiens, ouais. Des Canadiens, des Libanais, des Turcs, des Québécois, tout le monde. On s'est retrouvés, on était 25. Ça n'a choqué personne de faire un rassemblement pour Lola au Canada? Non, pas du tout. Et au contraire, ils ont trouvé ça absolument... il fallait le faire. Pour eux, c'était très important. Il y a eu le même émoi pour Thomas il y a très peu de temps. Il y a eu une incompréhension totale pour Naël. Comment se fait-il que le policier soit en prison? Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Donc c'est des grands faits divers qui transpirent dans la presse québécoise, ou canadienne en général. Les Canadiens étant anglophones, ils ne lisent pas tellement les journaux français. Les Québécois un peu plus. Mais c'est vraiment des phénomènes qui deviennent viraux, en fait, qui arrivent jusque dans les médias québécois. Mais sinon, non. Ok. Alors qu'est-ce qu'ils pensent de la France en général? Est-ce qu'ils ont envie de venir visiter en touriste? Oui. Ça n'a pas changé. Donc ils sont très francophiles et ils ont envie de venir en France. Oui, ils aiment beaucoup la France. D'ailleurs, dès qu'ils ont un petit peu d'argent, la première chose qu'ils font, c'est aller à Paris. Donc là, des fois, je les mets un petit peu en garde en disant faites attention quand même à Paris. C'est plus que c'était. Oui, ça doit être le rôle de Tricolore. Hein, exactement. Donc on leur dit les quartiers à éviter, les quartiers où ils peuvent aller, etc., etc. Mais oui, il y a toujours cette attractivité pour la France. Paris reste pour eux toujours la ville lumière. Il y a un grand engouement pour la Provence également. Ils aiment beaucoup le sud de la France. D'ailleurs, il y a beaucoup de cyclistes de Québécois cyclistes qui viennent avec leur vélo et qui font le Tour de France en vélo. Le vrai Tour de France. Ouais. Pour eux, c'est mythique. C'est mythique. Ok, très bien. Alors, peut-être dernière question, est-ce que tu envisages de rentrer en France très rapidement? Comment se passe ton expatriation? Quel est ton sentiment par rapport à la France? Tu vas bientôt rentrer, ça te manque? Voilà, question plus ouverte. Alors effectivement, la France me manque. Ça fait 20 ans que je suis au Québec, mais son pays d'origine, on a beaucoup de mal à l'oublier. Donc oui, la France me manque par moments. Alors le vin me manque, le fromage me manque, la charcuterie me manque,
La gastronomie en général me manque, même si au Québec on trouve beaucoup de choses qui sont très proches de la France. Mais juste là, être à un bistrot, boire un verre, c'est pas des choses qu'on fait au Québec, ça n'existe pas. Ah bon, pourquoi? Ils Non. n'ont pas des petits bars pour prendre un apéro? Non, c'est pas la tradition. La tradition n'est pas d'aller dans un petit bistrot et puis de faire comme on fait à Marseille, on s'installe et on taille un costume à tous les gens qui passent. Ça n'existe pas. Eux, ils vont rester pour manger, puis basta. Exactement. D'accord. Donc juste prendre un verre là dans un bistrot, à l'extérieur, avec un petit feu à côté, c'est pas des choses qui existent. Donc voilà. Donc Ok. ça me manque. Ce savoir-vivre, en fait, me manque. Après, je suis très heureuse au Québec. Il y a une qualité de vie qui, malgré l'hiver, qui est très belle, qui est très agréable. C'est très calme. Il y a très peu de violence, même si ça commence à monter un petit peu, mais beaucoup moins violent qu'en France. Les Québécois sont très, comment je pourrais dire ça, courtois. On ne va pas se battre pour une place de stationnement. On va pas. C'est pas Marseille, quoi. Non, c'est ça. Quand on rentre dans le bus, chacun se met à la file et puis chacun rentre à son tour. Et puis s'il n'y a plus de place dans le bus, ben, c'est pas grave, on attend le suivant. On ne va pas se bousculer pour rentrer dans le bus. Donc ce côté-là est très agréable. Moi, là, j'ai mon sac qui est ouvert. C'est d'ailleurs une mauvaise manie que j'ai, mais parce qu'au Québec, j'ai pas besoin. Ouais, Pas on besoin de perd un fermer peu les mon bonnes sac. habitudes. Voilà. Hein. Mon téléphone est dans ma poche arrière, ça pose de problème à personne. Donc ça, c'est le côté très agréable. Maintenant, comme je dis, il y a des choses typiquement françaises, eh bien oui, qui me manquent, forcément. Maintenant, est-ce que je reviendrai en France? Pas tout de suite. Tant qu'il y aura cette situation en France, d'augmentation de la violence, tant que l'Europe sera dictatoriale, je ne remettrai pas les pieds en France. C'est une Donc c'est certitude. vraiment un élément important dans ton oui, choix? oui. Ok. La stabilité politique de la France, les dérives politiques que l'on voit en Europe et en France, pour moi, sont rédhibitoires pour un retour en France. Tant que ça ne changera pas, je ne rentrerai pas. Bon, on espère que ça changera. Alors. Bah, j'espère aussi. Très bien. On va voir. L'espoir, écoute, il faut garder l'espoir. L'espoir fait vivre. Donc je pense qu'à un moment ou à un autre, cette situation ubuesque que vit la France, c'est un balancier. Hein. Donc on est, je pense, dans le top de l'ubuesque et on va revenir à une normalité. Et à ce moment-là, j'envisagerais peut-être de revenir en France. On souhaite longue vie à la C'est France. ça. J'espère que la France retrouvera sa souveraineté, son savoir-vivre, son côté créatif et créateur que l'on perd malheureusement. Et je le souhaite de tout cœur parce qu'on n'a pas été les Lumières pour rien. Ok, très bien. Voilà. Bon, merci beaucoup. Ben, merci. Est-ce que un dernier mot, un dernier Santé. commentaire? Voilà. Merci beaucoup Magali et à très vite. Merci Bon retour beaucoup. au Canada. Merci à À toi. très vite.